Amis auditrices, bonjour et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. L'épisode du jour est consacré à Hugues. Quand il était petit, Hugues rêvait de devenir neurologue parce qu'il était fasciné par les cerveaux. 2 échecs en première année l'ont conduit vers la faculté de biologie et l'industrie, jusqu'au jour où il décide de tenter la passerelle. Intéressé par plein de spécialités, l'internat finalement fait le choix à sa place, et petit à petit, dans la difficulté, Hugues construit sa pratique en suivant ses centres d'intérêt malgré l'incompréhension des collègues. Dans cet épisode, Hugues nous parle de choix, d'impulsivité, de regrets, mais aussi de l'importance des modèles et de la peur de l'avenir. Je vous souhaite de passer un moment agréable, grisant, réconfortant avec Hugues et moi. Bref, bonne écoute. Bonjour Hugues. Bonjour Anne-Lise. Bienvenue à La Consulte. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Hugues, j'ai 40 ans. Je suis en couple, sans enfant. Je travaille actuellement comme médecin psychiatre et médecin de la douleur en cabinet libéral dans une ville universitaire de taille moyenne. Alors on va commencer par le commencement. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Alors quand j'étais petit, je voulais déjà être médecin. C'est une envie qui est très ancienne, je dirais bien 7-10 ans. Et j'ai voulu être neurologue quand j'avais 10 ans. De façon très précise, parce que la mère de ma meilleure amie était neurologue, et j'avais consulté des encyclopédies de mes parents, et j'étais fasciné par les cerveaux. Voilà, donc je ne comprenais rien, mais je voulais être neurologue. Entre ces 10 ans et tes 18 ans, tu as pu avoir d'autres images, d'autres modèles de médecins, ou il n'y avait que cette neurologue-là que tu connaissais ? J'ai pu avoir d'autres images, notamment les médecins traitants que j'avais à l'époque, qui m'ont donné une vision un peu différente, mais quand même j'étais vraiment branché sur la neurologie. Donc au final, je crois que je me suis assez peu ouvert à d'autres images. T'étais fasciné par le cerveau ? Fasciné par le cerveau. Ces images, ces circonvolutions, ces nerfs qui partaient, dont c'est pas trop où. Je ne comprenais absolument rien, mais vraiment c'est quelque chose qui m'a fasciné dès l'enfance, et j'ai continué à lire plein de choses sur tout un tas de maladies neurologiques, sur les intrications qu'il pouvait y avoir entre le cerveau, d'autres maladies neurologiques ou pas d'ailleurs. Je pense que je comprenais pas la moitié de ce que je lisais, clairement. Alors est-ce que c'est ça qui me fascinait ? Je ne sais pas, mais vraiment, ça m'a interpellé toute ma première partie de vie. Et donc, tu t'es lancé dans des études de médecine ? Je me suis lancé dans des études de médecine de façon un peu chaotique, parce que moi, j'étais beaucoup plus littéraire que scientifique. Et donc, on m'avait enfermé très très tôt au lycée, même au collège, dans cette case d'étudiants, d'élèves littéraires, en me disant que la médecine n'était absolument pas faite pour moi. Donc, j'avais passé un bac littéraire à l'époque, avec quand même l'envie de faire médecine, et je me suis effectivement inscrit en médecine à l'âge de 18 ans, qui fut, alors je sais pas si on peut dire un échec, il paraît que dans tout échec il y a des réussites, mais en tout cas qui fut pas la réussite que j'attendais. Donc tu as échoué 2 fois au concours, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. La deuxième fois de peu. C'était encore l'époque où on passait la PCEM1. J'avais pas de classement en médecine, j'aurais pu faire d'autres choses, mais ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc effectivement, je me suis réorienté à ce moment-là dans des études de biologie, puisqu'il y avait un cursus de biologie dans la fac où j'étudiais, avec l'idée fixe quand même de faire un peu de la neuro. Donc je m'étais dit, je vais faire de la science, je vais faire de la neurobiologie, et un jour ou l'autre, je reviendrai vers la neurologie. Je savais absolument pas comment, je ne savais absolument pas si ce serait possible, mais c'était un peu mon idée. Et alors ces études de biologie, ça t'a mené où ? Alors finalement, ça m'a mené dans bien d'autres endroits que la neurobiologie, puisque le cursus de la fac où j'étais était plutôt spécialisé dans le domaine de la nutrition et de la personne âgée. Donc je me suis plutôt spécialisé dans ces domaines-là, tout ce qui était fonctionnalité, mobilité, fonctionnalité musculaire chez la personne âgée, comment on pouvait moduler ça par la nutrition, le mouvement, et ça m'a amené à passer un doctorat en biologie, et puis finalement à aller travailler derrière dans l'industrie, en recherche et développement, pendant 2 ans, où je travaillais sur des études précliniques, des études cliniques, dans le but de pouvoir derrière développer... alors moi, je travaillais beaucoup sur tout ce qui était nutrition entérale, parentérale, donc c'était plutôt sur des visées de développement de ce type de produit-là. Donc tu as travaillé dans le domaine de la nutrition entérale, parentérale pendant 2 ans. C'est ça, pendant 2 ans. Et tu t'es dit, je retourne en médecine. C'est exactement ça.
J'ai passé 2 années plutôt sympas à l'étranger, en Suisse pour nommer le pays, en industrie où je me suis vraiment éclaté, je pense, pendant 2 ans. Et puis la trentaine arrivant, je me suis dit quand même que si je devais retourner dans la médecine, c'était maintenant ou jamais. Et j'avais quand même cette petite voix au fond de moi qui me disait que si je le faisais pas, je le regretterais un jour. Pendant tout ton cursus de biologie, tu as eu cette idée de ce petit regret peut-être de pas avoir réussi médecine et d'essayer de trouver une façon d'y retourner. Ça t'a jamais quitté? Complètement, ça ne m'a jamais quitté. Je crois que j'ai vraiment passé toutes mes études de biologie, que j'ai pourtant adoré, mais je les ai vraiment passées en me demandant comment j'allais revenir en médecine. Est-ce que ça passait par une passerelle? Est-ce que ça passait par aller faire médecine à l'étranger? J'ai vraiment évalué toutes les possibilités, et en me disant un jour je le ferai parce que je le regretterai vraiment. Et alors c'est quoi le déclic qui a fait que le jour est arrivé? Oula, vaste question. Je crois que c'est arrivé sur un conflit institutionnel dans l'entreprise où j'étais. Donc quelque chose qui m'a pas convenu, où j'en ai eu un petit peu marre, et où je me suis dit, ils me cassent tous les pieds, et de toute façon, c'est pas ça que je veux faire dans ma vie, donc je vais aller faire autre chose. C'est vraiment parti de quelque chose de très très impulsif, au retour d'un congrès où on m'avait fait des réflexions qui étaient, je pense, injustifiées. Où on n'avait pas tout à fait la même vision que moi de voir les choses, et à ce moment-là je pensais que la mienne était la meilleure. Je le pense toujours, en tout cas, sur ce conflit-là, et j'ai vraiment envoyé ma démission, et le même jour j'ai envoyé une lettre pour postuler sur les concours passerelles. Donc j'ai tout fait dans la foulée, sans réfléchir à ce qui se passerait si j'étais pas pris. C'était assez impulsif en y repensant, mais je crois que si c'était à refaire, je referais la même chose finalement. Ah oui, t'as vraiment sauté sans filet en fait. Si ton dossier en passerelle n'était pas accepté, t'avais plus de job. C'était exactement ça, aucun filet. J'avais prévenu absolument personne, ni famille, ni amis, parce que je m'étais dit qu'il y aurait toujours quelqu'un de bienveillant pour me décourager de faire ça et d'y réfléchir. Donc j'ai fait ça sur un mode impulsif, et puis en me disant, de toute façon, avec les diplômes et puis l'expérience que j'ai, si je suis pas pris en médecine, je trouverais bien du travail ailleurs. Je me faisais pas trop de soucis, honnêtement. Mais sans en avoir la certitude d'être pris, c'était un peu inconscient quand même en y repensant, mais bon, pas de regret. Et finalement, tu as été pris dans une faculté de médecine en quoi? En 3e année, du coup? En 3e année, c'est ça. J'ai postulé. Alors moi, j'étais en région Rhône-Alpes-Auvergne, donc j'ai postulé pour Clermont-Ferrand, puisque je suis à Clermont-Ferrand. Et puis on a eu d'abord un oral à Lyon, et puis derrière, j'ai été pris. Alors c'était assez perturbant pour moi, parce que dans la commission, il y avait des membres de chaque université, et les membres qui représentaient la faculté de Clermont où j'avais fait mes études de sciences étaient d'anciens collègues, parce que j'avais un peu enseigné en fac de pharma, donc je me suis retrouvé à défendre mon projet face à d'anciens collègues, ce qui était assez déroutant pour moi. Mais en tout cas, eux, ça ne les a pas découragés de t'accepter. Apparemment, non. Et à ce moment-là, tu avais encore comme projet de devenir neurologue, ou ça avait été un petit peu dilué avec ton expérience plutôt digestive? C'était quoi le projet à ce moment-là? Alors le projet s'était orienté plutôt vers la MPR, la meilleure spécialité dans ton podcast, je C'était la MPR. J'avais vraiment présenté ce projet-là, puisqu'on était censé présenter un projet de carrière. Et moi, mon but était vraiment d'aller faire de la MPR, parce que malgré tout, dans ce que je faisais en recherche et développement, il y avait une grosse partie sur la mobilité des personnes. Et j'avais vraiment acquis cette envie de travailler sur le muscle, le mouvement, peut-être derrière avec des côtés un peu neuro, mais vraiment sur le côté musculaire. Donc finalement, je voyais la MPR comme un bon moyen de travailler sur le muscle, sur la mobilité, d'intégrer un peu de prise en charge nutritionnelle. Pour moi, il n'y avait pas d'autre choix que celui-ci. Donc un projet qui avait quand même plutôt évolué. Et alors, toi, comment t'as entendu parler de médecine physique et réadaptation la première fois? Parce que c'est quand même une spécialité qui est malheureusement pas très connue. Alors, il y a vraiment longtemps que je connais cette spécialité, parce que pour ne pas te mentir, le père de mon ami qui avait une mère neurologue était MPR, donc j'ai baigné un peu là-dedans depuis mes 7-10 ans, avec ces gens-là dont j'étais assez proche, c'est ma meilleure amie. Donc j'ai baigné entre la neurologie et la MPR quand j'étais gamin, donc finalement c'est une spécialité que j'ai connue, j'avais 10 ans, alors avant ça on appelait ça plutôt la rééducation fonctionnelle à l'époque, avant d'appeler ça la MPR, mais j'ai toujours connu l'existence de cette spécialité.
Donc tu savais que cette spécialité existait, tu avais ce job où il y avait le côté nutrition, mais il y avait surtout le côté mouvement, muscle, et du coup j'imagine que ça a fait sens pour toi à ce moment-là et que tu as pu relier tout ce qui était au mouvement à cette spécialité-là. Et donc c'était ton projet. Comment il a évolué ce projet pendant tes études ? Alors c'était vraiment complètement mon projet, effectivement, comme tu le dis, c'était le moyen vraiment d'allier tout ce que j'aimais. C'était le choix qui s'imposait à moi, il n'y en avait pas d'autre. Et cette envie de faire de la MPR, ça m'a vraiment habité pendant, je vais pas dire tout mon externat, mais pas loin. Et puis après, il y a quand même d'autres envies qui sont revenues petit à petit au gré des cours, au gré des stages. La neuro est revenue un peu, et puis la neuro est quand même pas forcément très loin de la MPR sur certains aspects. Donc la neuro est revenue dans ma tête. Le côté vieillissement sur lequel j'avais travaillé pendant ma thèse et un petit peu dans l'industrie est revenu aussi. Et puis j'ai fait des stages en psychiatrie, c'était obligatoire chez nous, donc j'ai fait 2 stages en gérontopsychiatrie, qui étaient quand même assez neuro, puisque la gérontopsie, on est quand même pas forcément très loin de la neurologie. Et du coup, il y a eu cette espèce de micmac un peu dans ma tête entre j'aime bien le muscle, mais j'aime bien la neuro, mais la psychiatrie quand même, c'est intéressant. J'étais un peu, alors je sais pas si on peut dire perdu, mais intéressé par tellement de choses que mon choix était beaucoup moins évident d'un coup. Et t'es passé en stage quand t'étais externe dans un service de MPR ? Oui, je suis passé dans un stage de MPR et j'ai adoré ce stage-là, qui m'a pas vraiment aidé parce que je suis passé en D4 au moment où j'ai essayé de me dire que j'allais faire autre chose que de la MPR. Donc finalement, ça a mis une couche. Parce que voilà, t'arrives en D4, tu dois choisir. T'as fait, j'ai l'impression, tous ces stages, t'as découvert plein de spécialités qui te plaisent. T'es peut-être un peu le genre d'étudiant qui aime un petit peu de tout. Et là, il faut choisir. Basiquement, je pense que l'internat a fait une partie du choix pour moi. Il faut être honnête, hein. Et puis on pourrait même rajouter là-dessus la médecine légale que j'adorais. J'ai découvert cette spécialité aussi pendant l'externat et j'avais pu y passer en stage. Donc tu pourrais même rajouter un peu un intérêt pour la médecine légale, qui était pas forcément loin de la psychiatrie si on regarde un peu plus les aspects psychopathologiques chez les auteurs de violences, des choses comme ça. Mais le choix, il s'est imposé à moi par l'internat. Clairement, j'avais pas le classement pour faire de la neurologie, donc déjà ça réglait une partie du problème. La MPR est partie pas très longtemps avant moi, la dernière place, donc il me restait effectivement le choix entre la médecine légale et la psychiatrie. Voilà, pour être tout à fait honnête, j'aurais pu avoir à quelques places près la dernière place de médecine légale. Et comment j'ai fait mon choix ? J'ai réfléchi sur ce que je voulais faire par la suite. Et pour moi, médecine légale voulait dire s'attacher à un CHU. Et je ne voulais pas exercer une spécialité qu'on pouvait exercer qu'en CHU. Donc je suis parti faire de la psychiatrie. Voilà, pour être tout à fait honnête. Je suis parti faire de la psychiatrie dans une ville où beaucoup de psychiatres devenaient médecins légistes, en me disant qu'il y avait peut-être un créneau de ce côté-là. Tu avais déjà conscience, en D4, du mode d'exercice que tu voulais avoir, indépendamment de la spécialité ? Complètement. Je me suis toujours dit que je voulais vraiment exercer en libéral parce que je venais vraiment d'une grosse entreprise. J'avais fait de la recherche pendant ma thèse dans des organismes publics et je voyais un petit peu ce que c'était que les contraintes de ce que j'appelle des mastodontes, de toutes ces administrations, et je voulais surtout pas ça dans ma carrière. C'était vraiment quelque chose que je voulais fuir. Alors, quitte à avoir un poste d'attaché de temps en temps à l'hôpital, mais pas faire ça à 100%. Je voulais garder ma liberté et la possibilité de travailler comme j'en avais envie sur ce que j'avais envie. Donc effectivement, le CHU pour moi, c'était à fuir. Très tôt dans ton cursus médical, t'as pris conscience des... Je crois qu'on va être tous d'accord là-dessus pour dire qu'il y a une certaine contrainte hospitalière, une certaine inertie de fonctionnement. Et toi, tu as très vite compris que ce serait pas ton truc. Oui, c'est exactement ça. Par contre, pour la spécialité, ça a été beaucoup plus dur parce que t'aimais beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup plus facilement choisi le mode d'exercice qui était là dans ma tête presque quand j'étais gamin. Parce que j'ai toujours été indépendant, j'ai choisi ça beaucoup plus facilement que la spécialité, ça c'est sûr. Je crois que finalement, en reculant, le plus gros problème que j'aurais pu avoir, c'est si j'avais vraiment eu le choix entre tout ce que j'aimais à l'internat. Je sais sincèrement pas ce que j'aurais choisi, tu vois. Quand j'y repensais un petit peu là tout à l'heure, je me disais mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été dans les 1000 premiers ?
Eh ben, je n'en sais rien. Donc finalement, merci ce concours qui m'a un peu restreint les choix, avec les aléas qu'il a pu y avoir par la suite. Mais c'est vrai que j'ai énormément de choses qui m'intéressent. Donc me canaliser était un peu compliqué et l'est probablement encore un peu aujourd'hui. Je pense qu'on va y revenir, mais on va rester un petit peu dans l'ordre chronologique. Ton internat alors, comment ça s'est passé? T'étais quel genre d'interne? Mon internat, je sais pas si on peut dire bien passé ou mal passé. Il s'est passé, comme beaucoup d'internes, avec des hauts et des bas. J'étais plutôt un interne travailleur. Alors je sais pas si c'est très modeste de dire ça, mais je crois que j'étais quand même assez travailleur, impliqué, appliqué, du genre à pas forcément compter mes heures. Effectivement intéressé par beaucoup de choses. L'internat en tant que tel s'est bien passé. Mon apprentissage s'est bien passé. J'ai eu la chance de pouvoir passer à peu près dans les stages que je voulais, à peu près, avec des patrons avec qui ça se passait bien, avec des co-internes avec qui ça se passait bien. J'ai eu beaucoup plus de difficultés avec le PU qui s'occupait de la psychiatrie dans la ville où j'étais, avec qui c'est pas du tout passé. Qui m'a, je pense, mis beaucoup de bâtons dans les roues. Alors, sans avoir un vécu un peu persécuté, on s'entendait absolument pas. C'était assumé des deux côtés, sauf que lui avait le pouvoir. Et c'est plus de ce point de vue-là où mon internat a peut-être été un peu compliqué. Je pouvais pas faire les DU que je voulais. Je voulais faire un stage en douleur, j'ai pas pu. Il m'a refusé je sais pas combien de sujets de thèse, alors qu'il les accordait à d'autres. Donc c'est plus ce point de vue-là qui a été un peu compliqué pour moi pendant mon internat. C'est quand même des sacrées difficultés. Enfin, ne pas aller en stage là où on veut, ne pas faire les débuts qu'on veut, c'est quand même, ça a un impact sur le projet, la carrière qu'on se construit, non? Tu crois pas? Ça a eu complètement, ça a eu un véritable impact. Je pense que je suis malheureusement pas le seul à vivre ça et je crois quand même qu'il y a des gens qui ont vécu pire que moi. J'ai eu la chance vraiment d'être soutenu. Parce que j'ai trouvé des amis vraiment sympas pendant mon internat. Puis j'ai aussi rencontré l'amour pendant mon internat, donc ça m'a aussi beaucoup aidé à traverser. Ouais, il faut le dire quand même. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Mais il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments où, avec mon mode un peu caractériel impulsif, où j'ai clairement dit que j'allais partir, que j'allais faire autre chose, que j'allais revenir à la recherche. Des choses qui m'ont vraiment traversé l'esprit. Je suis un peu impulsif, voilà. Après, je pense quand même qu'il y a des gens qui ont vécu un internat bien pire que le mien. Mais alors, qu'est-ce qui t'a retenu et t'a empêché de claquer la porte de ton internat? Les bons conseils de mon amoureux, probablement. Je crois que sinon, alors honnêtement, je pense que j'aurais été tout seul dans ma vie, je l'aurais fait sur un mode caractériel, franchement. Mais il a su me poser les bonnes questions, me faire réfléchir. Me ramener au fait qu'effectivement, si j'étais allé en médecine, c'était pas pour arrêter 2 ans avant la fin. C'était un peu la voie de la raison. Je pense clairement que sans ça, j'aurais arrêté sur un mode impulsif, ça c'est sûr. Et est-ce que tu as trouvé dans la psychiatrie quelque chose qui étanchait ta soif de comprendre le cerveau? Oui et non. C'est un peu une réponse de Normand. Oui et non. Je sais pas s'il y a de spécialités plus touffues et plus incompréhensibles que la psychiatrie, donc je sais pas si la psychiatrie nous apprend le fonctionnement du cerveau. La psychiatrie nous apprend probablement le dysfonctionnement du cerveau et son impact sur les relations, sur tout un tas d'autres choses. Moi, je suis très branché neurobiologie, donc de ce point de vue-là, la psychiatrie m'a appris pas mal de choses parce que je me suis beaucoup intéressé aux liens qu'il pouvait y avoir entre les maladies mentales, les dysfonctionnements cérébraux, que ce soit la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie. Donc de ce point de vue-là, vraiment d'un point de vue neurobiologique, oui, j'ai trouvé ce qui m'intéressait, oui. Est-ce qu'il reste un regret ou une frustration de ne pas avoir pu faire de neurologie? Oui. Oui, il faut que je sois honnête. Il reste un regret parce que la psychiatrie m'a pas tout à fait apporté ce que j'attendais, ce que j'espérais, ce que j'idéalisais. Je sais pas trop comment il faut le dire. Oui, il y a quand même un regret sur la neurologie. Alors pas sur tous les plans de la neurologie, mais il y a vraiment des choses sympas en neuro que je regrette de pas pouvoir faire, dont j'essaye de me rapprocher probablement aujourd'hui. On en parlera probablement. Mais je crois que ce regret il restera toute ma vie. Oui, je me suis vraiment posé la question
est-ce que je refais un internat, est-ce que je fais une VAE, des choses comme ça. C'est des choses qui m'ont traversé l'esprit, oui. Tu me disais au début que donc tu faisais de la psychiatrie, mais que tu faisais de la douleur aussi. C'est venu à quel moment? C'est venu pendant l'internat, ça? La douleur, Ouais. oui, elle est vraiment venue pendant l'internat. C'était pas forcément quelque chose auquel j'avais été très sensible pendant mes études. Comment c'est venu? C'est venu du fait que je me suis intéressé un petit peu aux voies de la douleur. Tu vois, on revient sur la neurobiologie finalement. Je me suis intéressé aux voies de la douleur parce que pendant un de mes semestres, j'avais des consultations en CMP, en centre médico-psychologique, et j'avais pas mal de patients douloureux chroniques. Et par rapport au traitement que je voyais passer, je me suis un peu demandé comment il fonctionnait, comment fonctionnaient les voies de la douleur. Et c'est parti de là, en fait, vraiment, en regardant comment ça fonctionnait dans le cerveau, comment on inhibait la douleur, comment pouvaient marcher les médicaments. Donc mon intérêt est né là. Peut-être finalement un peu comme mon intérêt pour la neuro, où je regardais des images auxquelles je comprenais rien. C'est peut-être un peu la même chose qui est arrivée, sauf que là je comprenais un peu mieux et que ça m'a donné envie d'en savoir plus et vraiment d'aller dans ce sens-là. Il y a vraiment des liens entre la douleur et la psychiatrie qui sont importants. Pas forcément toujours dans le sens qu'on pense d'ailleurs, et je trouvais ça intéressant d'aller approfondir mes connaissances. On le pense dans quel sens, le lien entre la douleur et la psychiatrie? Je suis pas sûr qu'on le pense toujours dans le bon sens, justement. Tu sais, en psychiatrie, on voit souvent les gens douloureux arriver parce qu'on nous présente que c'est des hystériques. Alors on doit dire histrioniques maintenant, c'est des troubles somatoformes, c'est ceci, cela. Mais finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les gens sont anxieux et déprimés avant d'être douloureux, ou est-ce qu'ils sont douloureux parce qu'ils ont marre d'avoir mal et qu'on leur dise qu'ils sont fous. Je pense que ce lien bidirectionnel, il est un peu compliqué. Aujourd'hui, il est de moins en moins stigmatisé, mais il est quand même pas rare que notamment les patients fibromyalgiques ou les douloureux chroniques qui sont anxieux et déprimés, on les colle chez le psy, quoi, parce qu'on sait pas quoi en faire. Alors c'est de moins en moins le cas, véritablement, mais ça reste quand même un petit peu. Merci pour ce petit aparté. Mais alors, comment toi t'as construit ton activité avec ces deux pôles, psychiatrie et douleur? Parce que j'essaie de comprendre ton parcours, et donc t'as cet internat de psychiatrie où tu fais pas ce que tu veux, et d'ailleurs tu pourras peut-être nous dire ce que vraiment tu voulais faire. T'as même dit que t'as voulu faire un stage dans un service de prise en charge de la douleur que t'as pas pu faire. Et comment t'es arrivé finalement à mettre de l'algologie dans ta pratique? Ça fait peut-être déjà pas mal de questions. Il faut surtout que j'essaye de me souvenir de toutes les questions. Alors oui, effectivement, j'avais demandé à faire un stage libre pendant mon internat en douleur qui m'a été refusé, ce qui a fait grandir ma colère contre ce professeur pendant tout mon internat, mais bon, c'était comme ça. Donc j'ai fait un DU de prise en charge de la douleur. Un DU qui a été super, vraiment, qui m'a donné une bouffée d'air pur alors que je faisais sur des jours de congé, mais qui m'a vraiment donné une bouffée d'air pur dans mon internat et qui a fait vraiment grandir cet intérêt pour la douleur. Et puis je me suis dit je vais faire la capacité douleur parce que ça m'intéressait. J'avais été accepté en capacité douleur sur la région Rhône-Alpes, Auvergne, et puis le Covid est passé là-dessus. Et puis on m'a dit revenez dans 1 an, dans 2 ans, quand on rouvrira après le Covid. Et c'est quelque chose qui m'a pas vraiment satisfait, cette réponse. Et il se trouve que la ville où j'ai fait mon DU douleur à Nantes a la chance d'avoir un super professeur de médecine, professeur Nizar, faut vraiment que je le nomme quand même, qui est rhumato, qui est médecin de la douleur, et qui vraiment m'a dit mais franchement viens faire la CAPA chez nous, tu pourras passer en 2e année sur une VAE. Donc il m'a vraiment ouvert les portes de son cursus, les portes de son hôpital, en me proposant éventuellement un poste d'assistant, des choses comme ça, alors qui m'intéressait pas, mais vraiment il a été accueillant et j'ai pu faire cette formation douleur jusqu'au bout, cette CAPA douleur jusqu'au bout. Après effectivement j'avais pas le souhait de travailler en hôpital, j'avais le souhait de rentrer en Auvergne, de m'installer en libéral, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai construit mon activité professionnelle sur ces deux pôles, psychiatrie douleur. Ce qui est un peu compliqué au quotidien, parce qu'effectivement, un psychiatre qui fait de la douleur, un psychiatre qui peut examiner des gens, c'est un exercice que beaucoup ne comprennent pas.
C'est une lutte un peu au quotidien pour faire admettre ces deux pôles de mon activité. J'ai pas de jour dédié à la douleur, de jour à la psychiatrie. J'aime bien au contraire panacher les consultations pour pas me lasser. Et puis ça marche plutôt bien, hein. Mais j'aime bien alterner, j'aime bien avoir un patient un peu plus sur des modalités de santé mentale, et puis alterner avec des patients qu'on va examiner. C'est vraiment un exercice qui pour moi est complémentaire et qui peut-être me permet aussi de pas me lasser. Je pense que j'exercerai uniquement de la psychiatrie, je me lasserai assez rapidement. Tu te lasserais de la psychiatrie, et est-ce que tu te lasserais de la douleur ? J'aurais tendance à dire non, mais à voir. Je crois que je me lasserai quand même moins de la douleur. Y a vraiment quelque chose qui me gêne dans la psychiatrie aujourd'hui. Alors je pense que je vais faire bondir des auditeurs, mais c'est pas grave, j'assume. On a beaucoup switché en France de la psychiatrie à la santé mentale, ce qui est pas tout à fait la même chose. Et aujourd'hui, on demande beaucoup aux psychiatres de faire de la santé mentale, et moi, clairement, c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Donc si je devais faire une journée entière de santé mentale, honnêtement, je pense que je ferais autre chose de ma vie. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu plus et expliquer pourquoi la santé mentale te plaît moins que la psychiatrie, si je comprends bien ? Oui, c'est ça. La psychiatrie, c'est une discipline médicale. Donc, qui dit discipline médicale dit soigner des maladies. On va soigner une dépression résistante, de la bipolarité, pourquoi pas un trouble de stress post-traumatique, de la schizophrénie. On a une entité clinique derrière. La santé mentale, c'est quelque chose de beaucoup plus large qui s'intéresse à la santé psychique des gens. Donc, on peut avoir des difficultés en santé mentale sans avoir une maladie mentale. Si demain j'ai des soucis avec ma copine, que je sais pas comment m'y prendre pour parler avec elle, que je suis un peu anxieux, que les relations c'est compliqué, c'est pas de la psychiatrie, c'est de la santé mentale. On peut être en grande souffrance mentale sans avoir une maladie psychiatrique. Et on le voit bien aujourd'hui, depuis 2 ans, encore plus avec le Covid, où les gens vont mal sur le plan de la santé mentale, mais ils sont pas forcément tous dépressifs. Et cette distinction, pour moi, elle est importante, parce que si j'ai fait de la médecine, c'est pour soigner de la maladie, pas pour m'occuper de problématiques autres dans lesquelles, en plus, je suis assez peu formé. Le champ de la santé mentale, c'est le champ des psychologues et des psychothérapeutes, en vrai. Et moi, je me suis pas formé en psychothérapie. Alors qu'il y a des psychiatres qui sont formés en psychothérapie. Exactement. Il y a des psychiatres qui se sont formés, et ils font ça très bien, et c'est très bien qu'il y en ait, hein, mais moi, c'était pas mon truc. Et est-ce que tu crois que ça explique que tu aies peut-être un petit peu du mal à faire reconnaître ton positionnement douleur et psychiatrie ? Tout à fait. C'est vraiment mon problème actuel, en tout cas au regard des universitaires, parce que quand moi je dis je veux faire de la médecine de la douleur, quand je me présente au CHU en disant je veux faire de la médecine de la douleur, on me répond on a déjà un psychiatre. Donc, on voit bien où est le problème. C'est qu'effectivement, on manque de psychiatres, le champ de la santé mentale a élargi les demandes, donc on veut nous faire plein de choses à tort ou à raison, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, on veut me faire des choses que j'ai pas envie de faire. Et il y a vraiment ce double langage où quand je dis je veux être médecin algologue, on me dit oui, on va vous envoyer des gens qui ont des douleurs et qui les gèrent mal, vous leur apprendrez à les gérer, à gérer leur anxiété, et c'est pas ça que je veux faire. On m'a effectivement mis dans une case qui est le psychiatre qui peut gérer l'anxiété, les pensées catastrophiques, des choses comme ça. Alors que moi, je voudrais plutôt être le médecin algologue qui se sert de ses connaissances en psychiatrie pour essayer d'aider les gens sur le plan de l'anxiété, de la dépression, des choses comme ça. J'ai l'impression, en t'écoutant parler, que finalement, avec cette double étiquette de psychiatre et algologue, on essaye de t'enfermer vraiment sur ce qui concerne à la fois la psychiatrie et l'algologie, et donc finalement dans quelque chose d'assez étroit, alors que toi, tu voudrais vraiment, idéalement, couvrir tout le champ de l'algologie, couvrir le champ de la psychiatrie, et j'ai bien compris, pas de la santé mentale, et tu as du mal à trouver ta place parce qu'on te met dans une case qui est trop petite pour toi, non ? C'est complètement ça. On m'a vraiment mis dans cette case qui est étroite, qui est de la psychiatrie, de la santé mentale, alors que moi, effectivement, je veux faire de la douleur, je veux examiner des gens, je veux toucher des gens. J'ai vraiment besoin de ce contact physique, hein. On n'est pas finalement très très loin de la MPR. J'ai besoin de ça et je me nourris vraiment de ça, et de m'enfermer dans de la psychiatrie, surtout dans des choses qui m'intéressent moins, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup et que j'arrive pas à expliquer à mes collègues. Alors à mes collègues médecins libéraux de plus en plus, à mes collègues universitaires, j'ai renoncé honnêtement. Pour eux,
c'est impossible de sortir de cette case. J'ai aucun patient qui m'est envoyé par le CHU local pour faire de la douleur, vraiment de la douleur physique, où on va examiner des gens, poser des diagnostics. Les gens qui m'envoient ce type de patients, c'est les médecins libéraux ou les CH périphériques. Il y a vraiment, c'est vraiment compliqué. Et puis mon exercice est aussi compliqué, alors probablement par ma faute, mais parce que les rares choses qui m'intéressent vraiment et me font vibrer en psychiatrie, c'est le psychotrauma et c'est un peu le champ des démences, des troubles neurocognitifs, des choses comme ça. Donc effectivement, mon activité, elle s'organise autour d'un petit peu de psychiatrie, mais surtout beaucoup de troubles neurocognitifs, de traumas avec de l'EMDR et beaucoup de douleurs. Donc c'est vrai que je pense que ça crée, il y a trop de cases qui se chevauchent et pour des universitaires, c'est pas compréhensible. Je rentre pas dans les cases. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu cette notion d'inertie qu'on évoquait tout à l'heure, parce que de ce que tu racontes, finalement, les libéraux sont plutôt bien adaptés à ta pratique, qui est probablement pas conventionnelle, mais l'institution hospitalo-universitaire ne s'est pas adaptée. Oui, c'est ça. Les libéraux, ils ont eu du mal initialement, et puis ils continuent de m'envoyer des patients pour avis psychiatrique, mais ça me gêne pas. Quand je vois que les médecins généralistes m'envoient de plus en plus de patients douloureux chroniques dont ils savent pas quoi faire, je me dis bon bah je marque des points, je commence un peu à imposer ma vision des choses. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qui est opposable à la psychiatrie, parce que quand on fait de la douleur, il faut bien évidemment prendre en compte la dimension psychologique, les pensées catastrophiques, l'anxiété, la dépression. Moi, je fais des prises en charge un peu multidisciplinaires où je m'intéresse aussi à la nutrition, des choses comme ça, tout ce qui m'intéresse. Et les libéraux, je pense, l'ont compris parce que quand ils sont un petit peu au bout de ce qu'ils peuvent proposer à leurs patients, avec des délais de plusieurs mois pour aller en centre douleur, en CHU, bah, ils préfèrent m'orienter leurs patients. Effectivement, eux l'ont bien compris, eux ont bien compris leur intérêt. Effectivement, le CHU le comprend pas tout à fait. Je crois que les universitaires peuvent pas le comprendre. Et puis je crois que je les agace en fait parce que je râle et que je dis ce qu'il faut pas dire. Voilà. Clairement, je pense que je râle et c'était un peu le même problème pendant mon internat. Je dis ce qu'il faut pas dire et puis après, bon, bah les gens font une croix dessus et puis ils passent à autre chose. Alors, non seulement tu rentres pas dans les cases, mais en plus tu fais pas de diplomatie, quoi. Pas trop. J'essaye, mais j'ai beaucoup tempéré mon côté sanguin, mais quand même, il y a un moment où quand ça bouffe, faut que je dise les choses. Et je pense que ça m'a desservi, que ça me dessert. Alors j'espère que ça me desservira moins dans l'avenir parce que j'essaye de travailler dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, c'est agaçant. Quand vous voyez un chef de pôle que vous lui dites, moi je veux faire de la douleur, je veux pas faire de psychiatrie. Ah ben on va t'envoyer nos patients d'addictologie. Non, je veux pas faire d'addictologie et qu'on nous envoie les patients d'addictologie. Je me dis qu'il se fout de moi, franchement. Enfin, donc franchement, je lui dis que si c'est pour faire ça, bah qu'il reste dans son coin et qu'il m'oublie. Bon, c'est pas un dialogue constructif, c'est pas un discours utile, mais je pense que ça a assigné un peu mon arrêt de mort sur ce que je pouvais faire au CHU. Alors, c'est vrai que j'en fais de l'ironie, mais je trouve ça fascinant à quel point les gros centres hospitaliers, donc en particulier les centres hospitalo-universitaires, sont des endroits où il y a des enjeux cachés, des enjeux de pouvoir, et que ça facilite pas toujours la vie des médecins. Oui, je suis complètement d'accord. Et je pense qu'il y avait un peu de ça aussi dans l'industrie où je travaillais. Il y a toutes ces choses un peu cachées qui, moi, peuvent m'agacer parce que si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Si je dois avoir un non en face, je préfère qu'on me le dise franchement plutôt que de me dire oui et puis de dire non quand je vais avoir passé la porte. Enfin, j'ai un peu du mal avec cette inertie, ce manque de franchise. Et effectivement, je pense que je dénote un peu dans le paysage universitaire, clairement. J'imagine que tu seras d'accord avec moi si je dis que tu rentres pas dans les cases. Tu rentres pas dans la case du médecin hospitalier, tu rentres pas dans la case du psychiatre, tu rentres pas tout à fait dans la case de l'algologue classique qui viendrait d'un cursus plutôt somatique, on va dire. C'est dur de pas rentrer dans les cases. C'est dur de pas rentrer dans les cases, oui. C'est dur parce que c'est un peu décourageant par moment. Moi, j'arrive à 40 ans, ça fait 1 an que je suis installé, il y a quand même un moment où on aurait envie de souffler, de se dire peut-être que je vais pouvoir passer 2 ans tranquille dans ma vie. Et ça, on a l'impression que ça arrive pas. Alors ça arrive petit à petit, mais probablement pas assez vite. Donc oui, c'est dur.
Euh, il y a des fois où moi je me suis demandé si ça valait la peine, oui, de continuer ou finalement de pas aller faire autre chose. Quoi, j'en sais rien. Mais ouais, c'est dur. C'est dur parce que plus on essaye d'être légitime, en tout cas je vais parler pour moi, plus j'essaye d'être légitime et plus on me fait sentir cette pseudo-illégitimité. Quand j'ai une capacité de douleur que j'ai terminé avec de très bons résultats dans un des plus gros centres de France et qu'on m'explique que je peux pas examiner les gens, ça me pose un souci. Tu vois, là, je suis en train de faire un DU sur les migraines et céphalées, qui est un DU national. J'ai été accepté, bien que je sois psychiatre algologue. On m'explique encore au niveau universitaire que, ouais, quand même, je pourrais pas examiner les gens. C'est un peu lassant au bout d'un moment, parce que finalement, plus j'essaye de me donner une légitimité, et plus on me fait sentir que jamais on m'acceptera. Alors j'attends pas forcément la reconnaissance des CHU et de tous mes confrères. Par contre, je voudrais juste qu'on me laisse mener mon activité comme j'ai envie et qu'on ne me mette pas des bâtons dans les roues. Et sans vouloir être un peu persécuté, on sait tous que quand même les CHU peuvent un peu savonner la planche des fois, quoi. On est d'accord que cette légitimité, qu'on t'accorde ou pas, on parle de légitimité accordée par les confrères et les consoeurs. Oui, complètement. Les patients, ils s'y retrouvent? Les patients ont l'air de s'y retrouver, hein, honnêtement. Ça se passe bien avec les patients. Sur ma première année d'activité, j'ai très peu de patients qui ont arrêté les suivis, et ceux qui ont arrêté le suivi, c'est plutôt des patients entre guillemets psychiatriques que des patients douloureux. Donc ça va plutôt dans le sens de ce que je veux faire. J'ai de plus en plus de patients douloureux qui me font venir leurs proches ou leurs amis. Donc la reconnaissance des patients, elle est là, elle commence à arriver. De plus en plus de médecins généralistes comprennent mon activité et m'adressent des patients. C'est pour moi, c'est cette reconnaissance-là qui est la plus importante, parce que je fais pas médecine pour soigner des confrères, j'ai fait médecine pour soigner des patients. Par contre, effectivement, quand il y a certains médecins un peu malveillants qui mettent des bâtons dans les roues, c'est un peu lassant par moment. Vraiment. Est-ce que tu as croisé dans ton cursus des médecins un petit peu comme toi qui avaient un mode d'exercice non conventionnel, ce côté un peu double spécialité? T'as eu des modèles? Aucun, justement. C'est peut-être ça dont il m'a manqué. J'ai pas eu le souvenir d'en avoir croisé. Que ce soit dans mon internat, pendant mon externat, ou même maintenant, j'ai pas le souvenir d'en avoir croisé. Et je me faisais la réflexion il y a pas longtemps, est-ce que je les ai pas croisés, ou est-ce que justement ces gens-là, on se débrouille pour les mettre dans une case finalement? Ça te semble possible que ces gens-là, tu les aies croisés sans les voir, en fait, que tu n'aies peut-être vu qu'une partie de l'exercice d'un collègue, et que ce collègue peut-être avait passé sous silence parce que c'est plus commode une deuxième partie de son activité et qu'il avait peut-être beaucoup cloisonné? Ça me semble complètement possible et même tout à fait probable. Je peux pas croire que je sois le seul à avoir ce genre d'exercice particulier. Donc il y en a forcément d'autres que j'ai pas vu ou pas voulu voir. C'est sûr. On est forcément plein, et j'ai quand même l'impression qu'on est de plus en plus à pas vouloir rentrer dans les cases. On est quand même sur une médecine qui commence un peu à déborder des cases globalement, puisqu'on voit bien que les cases, elles conviennent de moins en moins aux patients finalement. Pour toi, ça n'a pas de sens en fait d'essayer de choisir entre la psychiatrie et l'algologie. C'est les deux ou rien. Question intéressante. Ce sont des questions que je me pose régulièrement, hein. Tu abordes vraiment des points essentiels. Je me suis posé cette question et je me la pose assez régulièrement. De ne faire que de l'algologie, et pour être tout à fait honnête, mon titre de psychiatre, je le vois aujourd'hui comme un boulet dans ma carrière, dans ma vie, donc c'est des questions que je me pose. Si je devrais arrêter de la psychiatrie, il me manquerait quand même deux choses. Il me manquerait ce côté psychotrauma, qui est vraiment quelque chose que j'aime, que je fais régulièrement, je pratique de l'EMDR. Il me manquerait ce côté-là, et il me manquerait le côté troubles neurocognitifs, mémoire, ces choses-là. Donc effectivement, l'idéal pour moi, ça serait d'être un algologue qui fait un peu de mémoire et qui fait un peu de MDR, mais je crains que ça convienne pas non plus. Donc le choix, pour le moment, je l'envisage pas. Pour le moment, ça me paraît compliqué.
Après, je renforce mon activité d'algologue, hein. Là, d'ici le début de l'année prochaine, je vais aller travailler dans un hôpital de périphérie comme algologue une journée par semaine. Donc, je renforce cette activité-là. Est-ce qu'elle va devenir prédominante? Je ne sais pas, l'avenir me le dira, mais je crois que si je devais faire que de l'algologie, il me manquerait quand même un petit quelque chose. Ton exercice idéal, c'est l'algologie, le psychotrauma et les troubles cognitifs. Ça serait vraiment ça, oui. Vraiment ça, parce que c'est là-dedans que je me retrouve. Parallèlement, sur des choses comme ça, on peut vraiment saupoudrer de nutrition, qui est quelque chose qui me tient à cœur et qui rentre un peu dans toutes les cases pour le coup. Donc, ça serait vraiment l'exercice idéal. Invente une case. J'ai pas le mode d'emploi, mais je suis preneur de toutes les suggestions. Là, t'en es là aujourd'hui. T'as l'air de vouloir dire que tu sais pas trop à quoi va ressembler ta pratique à l'avenir. Oui. Est-ce que tu as des regrets ? Ouais. Oui, forcément, j'ai des regrets. J'ai des regrets. J'ai des regrets par rapport à mon internat. Je crois qu'effectivement, je sais pas si j'ai choisi la bonne spécialité, mais parallèlement, comme je le disais, je ne sais pas si j'avais eu le choix, j'aurais fait mieux ou différemment. J'ai des regrets parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est pas fait correctement à ce moment-là. Je suis incapable de dire quoi, et je suis incapable de dire ce que je ferais différemment, mais je pense qu'il y a quelque chose que j'ai raté à ce moment-là, clairement. Et puis j'ai des regrets, oui, d'être peut-être un peu sanguin et peut-être de dire des choses qu'il faut pas dire. Après, je crois pas pouvoir regretter beaucoup de choses. J'ai beaucoup de domaines qui m'intéressent. Je vais pas m'excuser d'aimer plein de choses et de pas rentrer dans les cases, en fait. Donc, je sais pas si j'en ai tant que ça des regrets. Je suis pas certain. J'ai pas de regrets par rapport à ma vie d'avant, à l'industrie, à la recherche. Après, je vais pas te mentir, la recherche c'est quelque chose qui m'intéressait, qui m'intéresse, j'y réfléchis. Si, j'ai un regret qui est 24 heures dans une journée et qui a des cases. Malheureusement pour ça, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Non, apprendre à me canaliser et peut-être à recentrer mon activité, ça serait peut-être bien. Là, on a parlé du passé, et est-ce que l'avenir te fait peur ? Oui, l'avenir me fait peur. Pas au point de me paralyser, mais l'avenir me fait peur. Je trouve qu'aujourd'hui, l'avenir, en tout cas quand on est médecin, est assez incertain. On a tout un tas de réformes qui viennent de tout et partout. J'ai l'impression qu'on est en train de démanteler encore plus ce qu'était la médecine de ville, la médecine hospitalière. Les jeunes ne veulent plus s'installer, ils ne veulent plus aller à l'hôpital. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Je me dis, quelle sera ma possibilité d'exercice dans l'avenir ? Et j'ai pas de réponse à ça. Et mon avenir est déjà incertain par rapport à mon type d'activité, et j'ai l'impression qu'on démantèle un petit peu ma profession. Et ça m'inquiète parce que, encore une fois, je me dis, tant de lutte pour tout ça, ça me fait peur. J'ai peur, le métier de médecin est en train de changer, et je ne sais pas ce qui va nous rester demain en tant que médecin, en fait. On est en train de transférer beaucoup des compétences de médecins à d'autres professionnels. Alors, c'est probablement utile pour décharger les médecins, mais que restera-t-il de la médecine demain ? Si la médecine, c'est recevoir un patient 10 minutes, poser un diagnostic, sans le toucher, sans mettre de traitement en place, quelle est l'utilité de faire 10 ans d'études pour ça ? Où est la dimension humaine là-dedans ? Je suis peut-être un petit peu négatif sur l'avenir, mais je comprends pas ce qu'on est en train de faire de notre métier. Et je ne comprends pas où on va pouvoir l'exercer. Je te remercie. Comment je fais pour enchaîner, moi, derrière ça ? Mais oui, je vois ça, je vois que je te perturbe. J'ai plombé l'ambiance, ça y est. Non, mais il faut pas décourager les gens de faire de la médecine. C'est pas du tout le but de mon propos. Par contre, effectivement, je pense que l'exercice de la médecine aujourd'hui est différent de celui d'il y a 20 ans, et que dans 10 ans, il sera encore différent. Et je sais pas trop où on va.
Alors après, aussi à nous de nous mobiliser et d'inventer notre exercice de la médecine, si tant est qu'on nous en laisse les moyens. Et ça me paraît un peu compliqué. Je suis intimement convaincue qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y a des choses à inventer pour que chacun trouve sa place. J'en suis persuadé et je suis complètement d'accord. Et c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui pensent que je peux pas faire de douleur, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc il y a de la place pour les médecins, il y a de la place pour les non-médecins. Je trouve qu'on a un peu tendance à opposer les professions, voire les spécialités. J'ai pas l'impression qu'on soit dans le rassemblement, mais plus dans le démantèlement. Et ça m'inquiète un peu, ouais. Après, je suis peut-être un petit peu catastrophique, hein, mais je partage ton avis sur le fait qu'il y a de la place pour tout le monde. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a plein de places qui sont pas prises, quel que soit le domaine de la médecine, de la santé. C'est vrai. Je te propose, Hugues, de passer à la dernière question du podcast. Quelle est ta tenue de travail ? Une tenue de ville très simple. Je suis même un peu obsessionnel. Je suis toujours habillé de la même façon. Avec une veste noire, un pantalon noir et un t-shirt de couleur. Voilà, tu vois, je change de couleur tous les jours pour mettre un peu de gaieté, mais je suis toujours habillé de la même façon. La question qui pourrait se poser, c'est la question d'une blouse par rapport aux aspects douleur, par exemple, où je manipule beaucoup de gens, j'examine beaucoup de gens plus que je les manipule. J'ai choisi effectivement de pas mettre de blouse parce que comme je panache un peu les consultations, si je raccompagne un patient qui vient me voir pour de la douleur en blouse et que je croise un patient qui vient me voir pour un trauma, ça peut un peu faire peur. Donc j'ai pris plutôt l'option de pas mettre de blouse. Je te remercie, Hugues, d'avoir raconté ton parcours à mon micro. Merci à toi, Annelise, de m'avoir laissé la parole. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.